Je vais donc avoir le plaisir de présider la séance de cet après-midi. Et nous allons commencer par un ardent défenseur de la langue française, Philippe de Saint-Robert, que plusieurs d'entre vous, je crois, connaissent. Il est licencié en droit, diplômé d'études supérieures en économie politique, sciences économiques et en histoire du droit. C'est un ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Paris 2 et élève titulaire de l'École pratique des hautes études et ancien auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Ça en fait beaucoup, hein? Oh. Mais il est aussi un grand partisan de la souveraineté des États et il est le membre de la Fondation Charles de Gaulle et fondateur et président de l'Association pour la sauvegarde et l'expansion de la langue française. Alors, sur ce, je voudrais passer la parole à M. de Saint-Robert en vous souhaitant, à votre nom à tous, bienvenue au Québec. Voilà. Alors, mes chers compatriotes, si vous permettez, puisqu'on me propose de vous parler de la langue comme signe de souveraineté, je pense qu'il faut d'abord questionner cette idée de souveraineté appliquée à l'appartenance à une langue, à l'enracinement linguistique, donc culturel. La langue est une patrie, disait Camus. Elle est en tout cas l'ultime patrie des pauvres, l'ultime patrie de ceux qui n'en ont plus aucune autre, le lien naturel de l'homme avec les autres hommes qu'elle constitue en peuple, en nation, en libre souveraineté juridique parfois. Sauf que la langue est aussi praticable comme instrument de domination par les puissants et les riches, puisqu'en fin de compte, ils n'ont jamais le triomphe assez parfait que lorsqu'ils ont imposé leur langage, c'est-à-dire leur façon de penser, puis leur langue, aux hommes et aux peuples qu'ils ont rendus tributaires. La langue devient alors non plus un vecteur de liberté, mais un vecteur de formatage des esprits et des comportements au service d'une organisation exclusive du monde. Ce monde dans lequel nous vivons est en proie, vous le savez, à toutes sortes de dominations. Dépendance achevée pour les unes, encore réversible pour d'autres. On connaît les dominations militaires. Elles asservissent les corps, les États, mais plus difficilement les âmes. Et l'on voit presque toujours les peuples ainsi soumis résister étonnamment en préservant, en approfondissant même parfois leur personnalité culturelle. Les dominations économiques sont beaucoup plus subtiles, car au lieu d'asservir d'une manière immédiatement douloureuse à quoi l'on puisse réagir, elles corrompent, elles savent se faire des complices, conscients ou inconscients, de ceux-là même, hommes et peuples, qu'elles dépossèdent en secret. Or, avec le temps, et après avoir habilement marginalisé les résistances intellectuelles, les comportements, les dominations économiques, changent en profondeur les structures de comportement, puis de pensée, puis d'expression des peuples qu'elles dépossèdent d'abord, qu'elles désintègrent ensuite. Elles ont tort d'ailleurs, mais d'ordinaire ces dominations économiques sont myopes, uniquement éprises du court terme, du profit immédiat. En effet, à trop rêver d'un marché unique où des consommateurs se ressemblant tous se verraient proposer des produits également identiques et interchangeables, elles rendent tôt ou tard tout échange, donc toute création, donc en fin de compte tout marché même dont elles se nourrissent, impossible. Permettez-moi de citer ici les analyses perspicaces du professeur Henri Gobard, au demeurant angliciste distingué, auteur de 2 ouvrages, L'aliénation linguistique et La guerre culturelle. Il a magistralement renversé les apparentes fatalités à prétention scientifique dont le conformisme contemporain nous accable. Il écrit en effet « La politique au service de l'économie, a-t-il montré, c'est la destruction de la culture et par là même la subordination du politique à l'argent. L'analyse exclusivement économique aboutit à la suppression de toutes les cultures. Et voilà ensuite, tel qu'il l'a décrit, la logique du désastre. On s'aperçoit alors que l'économie est antinomique du culturel. Plus l'économie se développe, plus la culture se décompose. Mais quand la culture est détruite, l'économique est bloquée. Car c'est comme une machine thermique qui ne peut plus fonctionner qu'à partir d'une source de chaleur.
Alors la pseudo-civilisation unidimensionnelle, née de l'illusion d'un progrès indéfini d'une économie ne se nourrissant que d'elle-même, est vouée à la mort, victime de la prolifération d'une cellule unique. Et à cet égard, le laxisme passionnel de notre société d'aujourd'hui n'est que l'envers de son puritanisme d'hier. Et c'est sans doute par là qu'en premier lieu, notre civilisation est en crise, crise d'identité, dit-on, mais en fait crise d'universalité. L'erreur fondamentale de notre Occident à notre époque étant de croire que ce qu'il est convenu d'appeler le mondialisme a quelque chose à voir avec l'universel, qu'il en serait une figure véritable ou approchante, alors qu'il en est la contrefaçon et bientôt la mort, alors qu'il est aussi factice et impérieux que l'internationalisme idéologique dont nous savons qu'il abolit la liberté de l'homme au nom d'une idée scientifique de son bonheur. C'est pourquoi j'ai à vous dire que les droits des peuples sont aussi essentiels dans le monde antagoniste où nous vivons que les droits de l'homme, et que le premier des droits de l'homme, c'est d'appartenir à un peuple et de se constituer en nation. En nous ramenant à l'idée de culture, dont la langue est la donnée primordiale, Henri Gobard, que j'ai cité tout de suite, réintroduit dans notre réflexion les éléments fondamentaux évoqués par le pape Jean-Paul II, un autre grand résistant, ça ne vous a pas échappé, lors du célèbre discours du 2 juin 1980 à l'UNESCO à Paris, où il avait si parfaitement défini justement la souveraineté de l'homme telle qu'elle s'exprime et s'impose par la culture. L'homme, y disait-il, vit toujours selon une culture qui lui est propre et qui, à son tour, crée entre les hommes un lien qui lui est propre lui aussi, en déterminant le caractère interhumain et social de l'existence humaine. Dans l'idée de la culture comme mode propre de l'existence humaine, s'enracine en même temps la pluralité des cultures, au seuil de laquelle l'homme vit. Dans cette pluralité, l'homme se développe, sans perdre cependant le contact essentiel avec l'unité de la culture en tant que dimension fondamentale et essentielle de son existence et de son être. Mais allant au fond des choses, et étayant ainsi notre propos, le pape Jean-Paul II développait cette idée que la culture est la manifestation fondamentale de la souveraineté de la société humaine. La nation, dit-il en effet, est la grande communauté des hommes qui sont unis par des liens divers, mais surtout précisément par la culture. La nation existe par la culture et pour la culture, et elle est la grande éducatrice des hommes pour qu'ils puissent être davantage dans la communauté. Elle est cette communauté qui possède une histoire dépassant l'histoire de l'individu et de la famille. Il ajoutait « Je suis fils d'une nation qui a vécu les plus grandes expériences de l'histoire, que ses voisins ont condamné à mort à plusieurs reprises, mais qui a survécu et qui est restée elle-même. Elle a conservé son identité et elle a conservé, malgré les partitions et les occupations étrangères, sa souveraineté nationale, non en s'appuyant sur les ressources de la force physique, mais uniquement en s'appuyant sur sa culture. » Il ajoutait « Ce que je dis là, concernant le droit de la nation au fondement de sa culture et de son avenir, n'est donc l'écho d'aucun nationalisme. Mais il s'agit toujours d'un élément stable de l'expérience humaine et des perspectives humanistes du développement de l'homme. Il existe une souveraineté fondamentale de la société qui se manifeste dans la culture de la nation. Il s'agit de la souveraineté par laquelle, en même temps, l'homme est suprêmement souverain. Cette souveraineté qui existe et qui tire son origine de la culture propre de la nation et de la société doit rester le critère fondamental dans la manière de traiter ce problème important pour l'humanité d'aujourd'hui, qu'est le problème des moyens de communication sociale. Vu que ces moyens sont les moyens sociaux de la communication, ils ne peuvent donc être des moyens de domination sur les autres, de la part des agents du pouvoir politique, comme de celles des puissances financières, qui imposent leurs programmes et leurs modèles. Ils doivent devenir le moyen d'expression de cette société qui se sert d'eux et qui en assure aussi l'existence. Ils doivent tenir compte des vrais besoins de cette société. Ils doivent tenir compte de la culture, de la nation, de son histoire. Pardonnez-moi cette longue citation, mais j'ai préféré la citer que de la paraphraser. Aux yeux du général de Gaulle, le rôle international de la langue française est une chose qui allait de soi.
et le destin des communautés de langue maternelle française, souvent minoritaires et abandonnées à elles-mêmes dans leurs pays respectifs, en était une autre, qui lui paraissait encore plus menacée. Le général n'avait certainement pas une conception ethnique de la francité, mais il était sensible aux appartenances historiques et plus encore à la dette de la France à l'égard de ceux qui, en Nouvelle-France et en Acadie notamment, avaient été laissés à leur sort à l'issue de combats et de traités malheureux. C'est dans l'affaire du Québec que sa démarche fut la plus retentissante, nous le savons. Il n'est que de renvoyer à sa conférence de presse du 27 novembre 1967, où il décrit en termes lyriques et historiques sa remontée du chemin du roi, pour comprendre que, bien que porté par l'enthousiasme de la population, rien dans cette affaire n'avait été improvisé. Le sort de la Nouvelle-France le hantait de longue date. Philippe de Gaulle, dans ses mémoires, en témoigne. Comme beaucoup de Français de sa génération, écrit-il, il avait lu Maria Chapdelaine, le roman fétiche de Louis Hémon, paru en 1921, qui raconte l'histoire malheureuse de ce peuple poussé à l'exil pour avoir été abandonné par la France. Un livre qu'il m'avait mis entre les mains dans mon enfance. Évidemment, ce n'était pas là-dessus que se fondait sa dilection et son intérêt pour ce pays. C'étaient des aspirations de ces gens acharnés à défendre leur patrimoine linguistique, à sauver leur âme, dira-t-il plus tard, qui le tourmentait. Philippe de Gaulle raconte qu'en avril 1965, se rendant à Colombey, il découvre son père en compagnie d'un aide de camp, s'entretenant d'un livre récemment reçu. C'était « Égalité ou indépendance » de Daniel Johnson, qui, en tant que Premier ministre du Québec, le recevra 2 ans plus tard à Montréal. Philippe de Gaulle trouve son père véhément. Ils ont raison, insiste-t-il, en parlant des Québécois. On les brime, on les réduit, ils ont le droit de s'insurger. À leur place, ne ferions-nous pas autant? Et le général de s'interroger à haute voix, que vais-je pouvoir faire pour les conforter? Il faut que je fasse quelque chose de moral et d'historique afin de rappeler qu'ils font partie de notre monde et de notre rayonnement. Et, évoquant cette période, il dira au colonel Descriennes, son aide de camp, un peu plus tard, en évoquant cette période, ah, si vous aviez vu cet enthousiasme, ces Français qui attendaient depuis si longtemps un geste, un mot, un appui de la France pour les aider à sortir d'une condition inadmissible. Non, je n'avais pas le droit de les décevoir. J'ai donc déclenché le contact et je pense que les choses maintenant feront leur chemin. En fait, il se peut que cela ait été un peu prématuré, mais je suis vieux. Et c'était l'occasion ou jamais. Je l'ai saisi. Qui d'autre, après moi, aurait pu se permettre de dire cela si je ne l'avais dit? Or, il fallait que ce fût dit. L'exclamation du balcon de l'hôtel de ville de Montréal ne fut aucunement improvisée, contrairement à la rumeur répandue par quelques esprits chagrins. On a trop peu remarqué, en effet, précédant le Vive le Québec libre du 24 juillet, le toast prononcé au Château Frontenac à Québec en réponse à celui de Daniel Johnson. Les 3 premières phrases ont déjà été citées tout à l'heure, mais je les redis. Après qu'eût été arraché à ce sol, voici 204 années, la souveraineté inconsolable de la France, 60 000 Français y restèrent, ils sont maintenant plus de 6 millions. Votre résolution, et je continue, votre révolution de survivre en tant qu'inébranlable et compacte collectivité, après avoir longtemps revêtu le caractère d'une sorte de résistance passive, opposée à tout ce qui risquait de compromettre votre adhésion, votre cohésion, a pris maintenant une vigueur active en devenant l'ambition de vous saisir de tous les moyens d'affranchissement et de développement que l'époque moderne offre à un peuple entreprenant. On assiste ici, comme en maintes régions du monde, à l'avènement d'un peuple qui, dans tous les domaines, veut disposer de lui-même et prendre en main ses destinées. Qui donc pourrait s'étonner ou s'alarmer d'un mouvement aussi conforme aux conditions modernes de l'équilibre de notre univers et à l'esprit de notre temps? Donc vous voyez bien que tout était bien déjà dans son esprit. Premier acte, dirais-je, d'une politique d'une francophonie agissante. Des accords furent signés au lendemain de ce voyage historique, on en a parlé tout à l'heure, entre la France et le Québec, connu sous le nom en particulier d'accord Perfit-Johnson. Ils établissaient une coopération dans tous les domaines, et tout particulièrement dans ceux de l'éducation et de la jeunesse, ainsi que des visites croisées des premiers ministres à un rythme biannuel, lequel fut quand même
malheureusement interrompu, en tout cas pendant un certain temps, par Robert Bourassa, dont l'attachement au fédéralisme canadien est bien connu. Dès le lendemain du voyage de 67, le général annoncera son souci d'associer l'ensemble des Canadiens français à ce qu'il avait décidé d'entreprendre avec le Québec. À cette œuvre devront d'ailleurs participer, dit-il, dans des conditions qui seront à déterminer, tous les Français du Canada qui ne résident pas au Québec et qui sont 1,5 million. Cette relation du général de Gaulle avec le destin de la langue française sera évoquée en novembre 1990 lors du colloque consacré à De Gaulle en son siècle sous la rubrique De Gaulle et la culture. C'est le colloque pour le 100e anniversaire de sa naissance. Ce qui nous montre que la conception qu'avait le général des communautés de langue originelle française fut d'abord, sinon strictement politique, du moins politiquement historique. Ce que le français, comme le souligna la langue française, le souligna Mme Renée de Balibar dans sa contribution, c'est que le français n'est pas seulement une langue de culture, mais depuis des siècles une langue d'État. La perspective que l'on va proposer ici, faisait-elle ressortir, tente de situer Charles de Gaulle, y compris ses silences sur la politique de la langue, dans la longue histoire de la langue française. Dans sa communication à ce colloque, Michel Fichet, l'un des meilleurs spécialistes des communautés de langue maternelle française, après avoir établi une clarification entre langue maternelle, d'unité et d'identité pour la nation française et pour les communautés qui en sont issues ou qui ont été séparées par les aléas de l'histoire, puis langue de communication héritée de la colonisation, parfois langue d'unité, souvent, mais pas toujours, quelquefois en conflit avec l'identité culturelle autochtone pour tous les peuples qui ont subi les dominations françaises et belges. Enfin, langue étrangère pour tous ceux qui font le choix de l'apprendre et de la pratiquer. Alors, Michel Fichet dit très clairement, ce sont des notions de langue et de culture constitutives de l'âme française que le général de Gaulle utilisait le plus fréquemment, de préférence à la notion de francophonie, dont la fortune a grandi d'ailleurs en même temps que son contenu se brouillait parfois. Il est exact que les institutions qui concrétisèrent l'entreprise de la francophonie se développèrent qu'après le départ du général de Gaulle du pouvoir. Mais, comme l'a souligné Jean-Marc Léger, haut fonctionnaire québécois et inlassable artisan dès l'origine de l'organisation institutionnelle de la francophonie non gouvernementale a trouvé à Paris, dès le départ, une ardente sympathie et un soutien actif, permanent, qui n'aurait pas été possible sans le parfait accord de l'Élysée. Le débat actuel autour de la place et de l'avenir du français, ainsi que son rôle, est à replacer au sein de la crise générale de civilisation et des échanges que nous subissons. Milan Kundera s'était livré naguère à une analyse de l'agressivité qui se manifeste jusqu'en France même contre notre langue. Il s'agit, disait-il, d'un courant de pensée, d'une attitude, de comportement qui consiste à critiquer et à fustiger la constitution d'une communauté francophone de se doter de législation linguistique et de défendre leur identité culturelle dans le libre-échange des marchandises. Il ajoutait que ce conformisme ultralibéral, mondialiste et unificateur, est partagé par une partie de la presse française qui reproduit avec application le moindre article anti-francophone de la presse anglo-saxonne. Le général de Gaulle était conscient des menaces qui pesaient sur la langue française puisqu'il avait adressé à l'Institut de France, le 23 mars 1965, à travers Robert Courrier et Louis de Broglie, qui était à l'époque secrétaire perpétuel, une lettre qui se voulait, au-delà d'un constat déjà évident, mobilisatrice des volontés qui déjà flanchaient, mais surtout dans les milieux francophones, scientifiques, le général écrivait « Il est en effet déplorable que la langue française, si remarquablement adaptée par sa clarté et sa précision à l'expression de la pensée scientifique, soit trop souvent trahie par ceux-là même auxquels il incombe d'en maintenir l'usage. Il est en effet d'intérêt national que savants et techniciens s'inspirent dans l'emploi de notre langue du respect que la science se doit à elle-même. » Georges Pompidou, mis à part, qui fut à peu près à la hauteur de l'enjeu, on eût aimé que les successeurs du général à l'Élysée affichent plus souvent les mêmes préoccupations.
j'ai vu François Mitterrand, qui avait dit à un peuple qui perd ses mots les plus entendus de personne, après m'avoir encouragé, puis chargé de prendre en main ce commissariat de la langue française qui traduisait une conviction réelle, j'ai vu, dit François Mitterrand, se laisser peu à peu impressionner par des conseillers malvenus qui lui représentaient que c'était sans doute un combat d'arrière-garde. De son temps même, Michel Rocard n'eut de cesse de déconstruire cette entreprise du commissariat général au motif qu'il croyait que le mot commissariat était lié à l'idée de police. Quand les hommes politiques intégreront-ils dans leur jugement le caractère polysémique des mots qui les dérangent? On peut se demander. Michel Rocard, qui par ailleurs, comme vous le savez, était très ouvert au contraire avec les relations avec le Québec. Beaucoup plus tard, lorsque je tâchais de renouer le souci de cette préoccupation avec l'éphémère François Hollande, il me fit dire qu'il avait autre chose à faire. Au quinquennat précédent, on avait imaginé l'enseignement en anglais dans les grandes écoles, mesure qui fut ensuite étendue aux universités. Ce fut l'œuvre de 2 ministres de l'Éducation supérieure, l'une de droite, l'autre de gauche. Le combat que nous menons ne doit pas se laisser enfermer dans une querelle feinte de préséance avec la langue anglaise ou l'anglo-américain et la langue française, même s'il est vrai qu'existent des différences profondes qui sont parfois des divergences entre la conception du monde dont notre langue est porteuse et celle dont l'anglo-américain tente actuellement d'assurer la suprématie dans le monde, et même en Europe. Rappelons par exemple les propos que tint le président Pompidou au Soir de Bruxelles, au journal de Soir de Bruxelles, le 19 mai 1971. Je dis que si demain l'Angleterre étant entrée dans le marché commun, il arrivait que le français ne reste pas ce qu'il est actuellement, la première langue de travail de l'Europe, alors l'Europe ne sera jamais tout à fait européenne, car l'anglais n'est pas la langue de la seule Angleterre, elle est avant tout, pour le monde entier, la langue de l'Amérique. De notre côté, une fois de plus, l'indépendance n'a pas suivi. À chaque élection présidentielle, la question de l'avenir de la langue française est posée aux impétrants qui répondent par des éléments de langage ou pas du tout. Emmanuel Macron, dans un entretien accordé en avril 2017 à la revue Causeur, dit que la langue française n'a pas besoin d'être protégée, au motif qu'elle est la 3e langue la plus parlée dans le monde, ce qui n'est probablement pas exact, ce qui est étonnant de la part d'un homme politique aussi impliqué qu'il l'est dans ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation, que l'anglo-américain s'approprie sans mesure. Ne va-t-il pas lui-même s'exprimer en anglais en Allemagne? Emmanuel Macron insiste pourtant dans cet entretien sur ce que la France n'a jamais été et ne sera jamais une nation multiculturelle, puisse-t-il persister dans ce jugement. Le génie français, insiste-t-il, n'est pas dans ce culte rétréci d'une identité idéalisée. Le génie français, c'est un imaginaire partagé. Cet imaginaire s'ancre dans notre langue commune. C'est notre premier enracinement. Il s'ancre dans une histoire, des territoires, des paysages. Et notre second enracinement, c'est notre second enracinement. Mais notre langue, notre histoire, nos paysages ne sont pas univoques, ils ne sont pas une serge brute ni un patchwork mal cousu. La culture française est une moire. C'est un texte intéressant, mais comme dit la sœur Angélique dans le Port-Royal de Monterland, il y a de tout dans certaines âmes et parfois dans le même moment. Avant d'être un moyen de communication, la langue est un moyen d'existence. Je vous pose la question, peuple de langue française, dont les uns s'appartiennent, dont d'autres se trouvent plus ou moins intégrés, plus ou moins minorisés dans divers ensembles, existons-nous encore? Existerons-nous encore? La formulation de la question est déjà l'écho d'une rumeur pessimiste. Je ne ferai rien ici pour l'amplifier. Le français, personne ne lui contestera cela, est bien sûr une grande langue de culture. Il a été et demeure davantage, car c'est ainsi que le français a pour lui et contre lui d'avoir été dans l'histoire également une grande langue de civilisation. Cela rend sa position fragile, si ce moment de gloire est vraiment passé. Cela rend aussi sa position intéressante et forte, si nous savons l'utiliser pour métamorphoser, pour réinventer l'histoire dont cette civilisation a été porteuse jusqu'au moment déjà avancé du siècle industriel. Reste à affronter ce siècle numérique. Vous autres Canadiens français, il me semble que vous pouvez vous approprier cette vision de notre problème commun. N'oublions jamais que, comme le général le disait lui-même, le souvenir n'est pas seulement un pieux hommage aux morts,
mais le ferment toujours à l'œuvre dans l'action des vivants. Merci. Rebonjour tout le monde. J'ai oublié de me présenter tout à l'heure, c'est pas très poli, alors je vais le faire maintenant. Mon nom est Rita Dionne Marsollet et je prends la relève de Louise Arel qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Alors, après cet émouvant rappel historique qui a peut-être vibré en chacun de nous et de vous, du moins je l'espère, nous rappelant des souvenirs à différents niveaux. Je vais donc maintenant vous présenter cet atelier où nous allons entendre dans l'ordre Robert Comeau, qui est à ma gauche, Louise Baudouin, aussi à ma gauche, et Marie Malavoie. Alors, Robert Comeau a dirigé le bulletin d'histoire politique créé en 1992, en plus d'avoir été vice-président de la Fondation Lionel Groulx et vice-président de la Fondation du Prêt d'honneur. Il a dirigé la collection Études québécoises chez VLB Éditeurs depuis 1987. Et en 2003, il a fondé la chaire Hector Fabre d'Histoire du Québec à l'Université du Québec à Montréal. Il est professeur associé au département d'Histoire de l'Université du Québec à Montréal depuis 2006. À vous, Robert. Alors, mais ça me fait un honneur de me retrouver avec des personnes aussi importantes. Là, ça m'intimide un peu. Alors, je vais profiter d'abord de l'occasion qui m'est donnée de parler d'une personne que je trouve très, très importante dans les relations internationales du Québec, c'est André Patry. Alors, on m'avait invité ici pour raconter une anecdote, parce qu'à l'époque, en 1967, je terminais une licence en histoire avec l'enseignement de Maurice Séguin. J'ai placé Maurice Séguin parce que c'est un historien fort important. Et en 1967, j'étais membre du Rassemblement pour l'indépendance nationale. J'avais rallié le RIN en 1962. Et on avait décidé, un groupe de 4 ou 5 membres, de se rapprocher du général. On avait appris la Marseillaise, toutes les paroles, et on s'était dit, on va essayer d'être le plus près possible à Louisville et tout ça, pour essayer de lancer notre slogan « Québec libre ». Alors, effectivement, on a appris la Marseillaise, on s'est placé très près du général, et les Québécois ne connaissaient pas trop le deuxième couplet ou le premier couplet. Alors, quand ils nous entendaient reprendre la parole, le général allait toujours dans notre direction, puis là, on en profitait, mettre nos affiches. Alors, si bien que ça a été assez émouvant, ce passage, mais après ça, on s'est rendu à Montréal. Et là, évidemment, c'est peut-être le moment le plus émouvant de ma vie. J'avoue qu'après 50 ans, je me souviens encore de cette surprise, cet étonnement et cette joie d'entendre enfin quelqu'un dire « Québec libre ». C'était inimaginable quelque part. On en est resté à applaudir pendant des minutes et des minutes. Bon, alors, je ne peux pas m'étendre plus longuement là-dessus, sinon, c'est une entrée en matière pour vous parler d'André Patry. Pourquoi André Patry? Parce qu'André Patry était le chef du protocole et ça m'a donné l'occasion de le connaître assez vite, puisque je faisais un mémoire de maîtrise sur le premier mouvement indépendantiste de 1936-37. Et c'est là que j'ai appris qu'André Patry avait été indépendantiste dans sa jeunesse. Alors, j'ai trouvé toutes sortes de trucs pour pouvoir entrer en contact avec lui. Et je suis devenu un peu un fan des relations internationales du Québec. Alors, ce qui m'a amené, entre autres, comme éditeur, à rééditer son ouvrage sur le Québec dans le monde, puisque j'enseignais l'histoire du Québec, j'ai découvert André Patry. On en a fait une édition de poche, Le Québec dans le monde, chez Typo. Et quand j'ai eu une chaire de recherche, un des premiers projets que j'avais en tête, c'est demander à un de mes étudiants d'écrire une biographie d'André Patry.
ce qui s'est fait, et chose assez intéressante, lorsque je parlais avec André Patry, je disais, quel moment de ta vie est le plus extraordinaire? Ben, il dit, c'est la visite du général. Et Dieu sait que cet homme-là a occupé des postes très nombreux dans la fonction publique. Si vous me permettez, juste quelques-uns, c'est un peu étourdissant de voir tout ce qu'il a fait. En passant, il est décédé à l'âge de 89 ans, il y a 5 ans, en 2012, le 1er juillet d'ailleurs. Alors, on est un peu pris de vertige quand on devant une carrière qui est aussi remplie. Et un polyglotte, d'abord, qui parlait 7 langues, le roumain, l'italien, enfin, c'est un personnage incroyable. Il a été conseiller de plusieurs premiers ministres, Lucien Bouchard et beaucoup d'autres. Il a été enseignant, professeur de droit, conseiller juridique, chef du protocole, directeur de la Bibliothèque nationale, rédacteur de nombreux rapports, y compris, c'est lui qui a repris le rapport Tremblay et aussi le rapport au fédéral BNB, là, Laurent Danton. Il a été délégué, pour une courte période, délégué général du Québec à Bruxelles, spécialiste du monde arabe. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça a été un mentor, même si je n'avais pas sa principale qualité, qui était la discrétion. Il me disait toujours, si tu veux jouer un rôle au Québec, sois donc plus discret. Je n'ai pas réussi là-dessus, mais j'ai plutôt tout fait pour le faire connaître et j'en profite encore aujourd'hui. Alors, je voulais juste dire, si jamais il y a un étudiant encore qui voudrait faire un doctorat, ça serait la chose la plus importante parce qu'il a bien classé toutes ses archives qui sont aux Archives nationales à Québec. Et c'est quelqu'un qui a énormément écrit. Sa correspondance est énorme. Il a écrit des lettres aux chefs de gouvernement dès 1936, alors qu'il était tout jeune. Il écrivait à des chefs d'État et on ne savait pas qu'il était aussi jeune. Il a écrit à des ambassadeurs, des consuls, et c'était un spécialiste de la langue française. Il avait même fondé une association Valérie. C'était un type qui adorait la musique, alors il avait même organisé des concerts chez lui. Et l'aspect qui m'intéressait, c'était toujours le fait qu'il était indépendantiste très jeune. Mais il me disait, en vieillissant, essaie plutôt de réaliser des petites choses, parce que le grand soir, ça, c'est assez rare que ça se passe. Alors, il essayait toujours par des gestes très précis, et de ce point de vue-là, il était craint par les hauts fonctionnaires fédéraux. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a rédigé la doctrine Gérin-Lajoie dans les années 65. Et la doctrine Gérin-Lajoie l'a amené à jouer un rôle important à l'Expo 67. C'est lui qui est allé rencontrer Daniel Johnson, qui a dit, bien, il faudrait qu'on se préoccupe du protocole. Si on veut jouer dans les grandes ligues, il faut connaître les règles du jeu. Alors, il a écrit sur le protocole et effectivement, il a été nommé chef du protocole. Mais ce n'est pas seulement comme chef du protocole. Il me racontait comment tous les discours des invités, à chaque jour, à la Place des Nations, si vous vous souvenez, il y avait toujours un pays qui était célébré et il y avait toujours donc un discours. Et il se vantait d'avoir placé dans chacun des discours la place de Montréal, la place du Québec. Et il s'arrangeait toujours pour qu'on ne parle pas trop et qu'on ne parle pas du tout du centenaire à l'époque, parce que 67, c'était aussi le centenaire du Canada qui avait financé tout ça. Alors, il était assez ratoureux, si on peut dire. Il y avait toutes sortes de trucs. Par exemple, il me disait que ça serait important que De Gaulle parle à notre premier ministre, non pas comme premier ministre, mais comme président. Alors, il avait conseillé à Daniel Johnson, vu que Daniel Johnson présidait le Conseil des ministres, de se faire appeler président du Conseil. Alors, je me souviens que ça avait sorti, De Gaulle avait dit « Monsieur le Président », en s'adressant à Johnson. Les journalistes avaient dit « Il y a erreur, là. Vraiment, De Gaulle se trompe ». Et ça avait permis d'expliquer que, non, Daniel Johnson, qui avait maintenant stature d'homme d'État, parce qu'au début, ce n'était pas assuré, hein, ce n'était pas garanti. Alors là, à partir de cette formule « Monsieur le Président », ça avait comme surpris un peu toute la galerie et les médias. Alors, juste un petit détail qui me vient à l'esprit. En 2000, j'enseignais toujours à l'UQAM, j'enseignais une quarantaine d'années l'histoire du Québec, et j'ai réussi à l'inviter, même s'il était assez âgé, à venir présenter l'étude qu'il avait faite pour Bernard Landry. M. Landry lui avait dit, vous connaissez bien tous les mouvements indépendantistes dans le monde, pourquoi vous ne faites pas un rapport? Alors, je l'ai talonné, je dis, il faudrait venir en parler à mes étudiants. J'avais ramassé un grand nombre d'étudiants très motivés par le sujet. Alors, il me dit, tu me fournis une carte du monde puis une baguette. Alors, de façon assez artisanale, il est arrivé au tableau. Et là,
à chaque pays, tel mouvement, tel... Et à chacun des cas, il nous disait, ça, c'est un échec, ça a réussi, ça a pris une forme, une lutte parlementaire, là, c'est une lutte, une guérilla, là, c'est... J'étais fasciné de voir, c'était une encyclopédie vivante. Et c'est devenu, on a réussi à capter certains éléments de cette conférence, et c'est publié dans le bulletin d'histoire politique qu'on avait fondé en 92, dans le volume 18. Et un autre jour, il y a quelqu'un qui avait dit que les relations internationales du Québec commençaient en 60, et il était très choqué. Il disait, pas du tout. Dès 1942, il avait fait des démarches pour que, pendant la guerre, il y ait des relations entre Haïti et Québec sans passer par Ottawa. Alors, ben, j'avais dit, il faut faire un article pour ça. Alors, il a produit des articles. Alors, je le talonnais régulièrement. Et il faisait toujours des surprises comme ça. Et c'est fait amusant, il fait froid en hiver ici, puis lui, il ne voulait pas sortir. Alors, il avait choisi tous ses restaurants le long des lignes de métro. Alors, à chaque 15 jours, il m'appelait, il me disait, aujourd'hui, ça va être au métro, Place des Arts, à tel restaurant, ou Place de... Alors, comme ça, avec lui, et à chaque visite, à chaque repas, il y avait un thème. Alors, il dit, aujourd'hui, je vais te parler du monde arabe. Il était un spécialiste du monde arabe. Il avait même, je pense, développé la direction du monde arabe à l'intérieur du ministère de l'Immigration. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui a lancé l'idée d'un ministère de l'Immigration. C'était quelqu'un, à mon avis, là, assez extraordinaire, et je ne comprends pas qu'il n'y a pas encore une grosse biographie sur... Il faut l'écrire, je suis trop vieux, c'est fini. Là. Moi, j'ai fait travailler beaucoup les autres. Mais là, j'essaie d'écrire, parce que moi, je n'ai jamais écrit beaucoup. J'ai fait beaucoup de travailler les autres. Mais là, je me suis mis au travail et je vous promets, tiens, je vais vous faire une promesse que pour le 50e anniversaire du Front de libération du Québec, donc ça va être en 2020, je travaille à un livre justement pour la période 62-82. 62, c'est le début de l'aérienne. Après ça, il y a eu d'autres choses. Hein? Et ça a fini en 82. Bon, alors voilà. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes ou c'est fini. Bon, ben ça sera dans le livre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Robert. Vous aurez la chance de continuer quand on aura la discussion. Parfait. Alors, la deuxième... je dirais, témoin de l'époque, Louise Baudouin. Louise n'a pas vraiment besoin de présentation, mais je vais me permettre quand même de dire quelques mots sur sa carrière. Elle a obtenu une licence en histoire de l'Université Laval en 1967. Elle a été, je dirais, si tu me permets, de tous les combats du Québec, j'allais dire moderne, pour utiliser les mots du général. Et elle a été membre du Conseil des ministres, comme vous le savez, de 1994 jusqu'à 2003, quand le pouvoir a changé de côté. Alors, elle est toujours très active par rapport dans les dossiers, on le sait, du Québec et en particulier vis-à-vis de ses relations avec la France. Merci, Louise. Merci, Rita. Alors, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt Robert. André Patry, je l'ai aussi très bien connu. D'abord, il habitait Québec. Et moi, qui suis originaire de Québec, je le voyais quand même assez souvent. Et je veux simplement ajouter à ce que Robert disait, qui a été, disons, le premier d'une grande lignée, ce qui n'est plus le cas au moment où l'on se parle, mais il y a eu quelques grands chefs du protocole qui se sont inspirés d'André Patry. Je pense à Jacques Vallée, à Jacques Jolicoeur. Ça a été des grands moments dans le protocole québécois et ils avaient été à la bonne école. Alors, Rita l'a dit, en 67, moi, je terminais à l'Université Laval une licence en histoire. C'était pas la même école historique, mettons ça comme ça, ceux qui le savent, Laval, l'Université de Montréal. Moi, j'étais avec Jean Hamelin puis Marcel Trudel, mais je suis devenue séparatiste quand même. Ça ne m'a pas empêché. Mais, donc, j'avais 22 ans à ce moment-là et j'étais, le jour même, le 24 juillet, j'étais ni à Québec ni à Montréal, j'étais chez mes parents, à Notre-Dame-du-Portage, un petit village du Bas-Saint-Laurent, à côté de Rivière-du-Loup, en vacances. Parce que je partais avec une bourse du gouvernement du Québec
étudié à Paris à l'automne 67. Alors, 67-69, j'étais en France, à Sciences Po, et puis à la Sorbonne en sociologie. Je suis revenue en 69 à la demande de Denis Vaugeois. Denis Vaugeois, qui est un autre historien, lui, extrêmement réputé aussi, comme Robert. Et Denis m'avait demandé de rentrer pour travailler avec Marcel Maz. Alors, le monde est petit. On a commencé à se retrouver tous ensemble, Vaugeois, Marcel Maz, moi, etc. Et j'ai fait en même temps une maîtrise en histoire sur les relations France-Québec. Parce que moi, ce que ça a changé dans ma vie, la venue du général de Gaulle, ça a été de me conforter dans, je dirais, ma décision de consacrer une bonne partie, le plus possible, de ma vie professionnelle à la relation politique entre la France et le Québec. Ça ne s'est pas fait tout seul, on a fait ça en équipe. Jacques-Yvan Morin est ici, il était là hier, je l'ai vu, je le resalue aujourd'hui. Et M. Morin va se souvenir de tout ce qu'on a pu réaliser, vraiment, je pense particulièrement au sommet de la francophonie, qu'on a sauvé, en quelque sorte, parce que le président Mitterrand avait été convaincu par Pierre Elliott Trudeau de procéder sans le Québec au sommet de la francophonie, à la création donc du sommet de la francophonie. L'agence de coopération avait été créée longtemps à l'avance, mais le sommet de la francophonie, et M. Morin avait été dépêché à Paris à ce moment-là, et M. Lévesque avait suivi pas longtemps, un mois plus tard, et on avait réussi, in extremis, à minuit moins une, à convaincre François Mitterrand d'attendre qu'on trouve une entente avec le gouvernement canadien, ce qui s'est finalement fait en 1984, quand les libéraux ont perdu le pouvoir et que Brian Mulroney, les conservateurs, sont arrivés. Alors, Jacques-Yvan Morin, bien sûr, Bernard Landry, Yves Michaud, on était tout un groupe passionné de relations France-Québec et de relations politiques France-Québec. Et dans le fond, moi, en tout cas, quand le général est venu, puis là, je revoyais ça avec tellement d'émotion tout à l'heure, puis je me disais que toutes les avancées internationales du Québec se sont faites grâce à la France. Et grâce, je dirais, au général de Gaulle, parce que n'eût été de lui, eh bien, il n'y aurait pas eu grand-chose. Il y a eu une suite après le général, bien évidemment. Mais tout ce qu'on a obtenu, c'est parce que lui avait cette détermination dès le départ, détermination qui se délitait, je veux dire, au fur et à mesure, mais il en est resté un petit quelque chose qui nous a permis, pendant toutes ces décennies, quand même, de réussir quelques grands coups diplomatiques. Bien sûr, le statut diplomatique de la délégation générale du Québec en France, c'est de Gaulle. Le statut du consulat général de France à Québec, qui est toujours à rediscuter, parce qu'il y a toujours quelqu'un, à quelque part, au Quai d'Orsay, qui dit « mais non, il faudrait que le consulat général dépende, comme tous les autres consulats généraux dans le monde, sauf en Israël, je pense, doivent dépendre de l'ambassadeur. » Alors, c'est à refaire constamment. Nos relations bilatérales, directes et privilégiées, l'agence de coopération quand on a réussi à y arriver, le sommet de la francophonie, j'en ai parlé, la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, l'exception culturelle, c'est vraiment grâce à la France, c'est grâce à nos relations avec la France qu'on y est arrivé. Marie a été très impliquée dans ce dossier-là aussi. Alors, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et donc, de près ou de loin, tout ça est dû au général de Gaulle. Et avec Bernard Landry, on a été tous les deux membres d'un jury d'une thèse de doctorat qui a été soutenue à Lyon par un Québécois à l'Université Jean Moulin en novembre dernier par Jean-François Payette sur les relations internationales du Québec. Et Bernard Landry était le co-directeur de cette thèse-là. De ces 750 pages, parce que je les ai toutes lues là, avant de me rendre là, j'ai vu ce que c'était que de faire une thèse de doctorat. Et j'en retiens une chose, que seul le général de Gaulle était prêt à renverser la table, à affronter le Quai d'Orsay,
à imposer sa volonté par rapport au Québec. Que tous les successeurs, et là, je vais citer Giscard d'Estaing, parce que quand même, c'est la phrase qui ensuite, en 1977, 10 ans plus tard, nous a quand même permis de faire tout ce que je vous ai raconté, très brièvement. Giscard a dit à René Lévesque, donc on est en novembre 77, première visite officielle, « Ce que vous attendez de la France, je le sais pour avoir vécu parmi vous, c'est sa compréhension, sa confiance et son appui. Vous pouvez compter qu'ils ne vous manqueront pas le long de la route que vous déciderez de suivre. » Alors, on s'est accroché à ça. Et puis, jusqu'à Sarkozy, exclusivement, oui, ça a tenu bon. Je veux dire, même avec Mitterrand, dans le fond, parce que il a accepté ce dont on parlait tout à l'heure, de nous attendre, là. Et puis, c'était pas simple de nous attendre, là, parce que, tu sais, on est souvent taponneux, tu sais, ça prend du temps. Puis, bon. Alors, il nous a attendus parce qu'il y avait cette formule-là, et Hubert Védrine l'a écrit, et c'est raconté par Frédéric Bastien. Hubert Védrine a écrit à François Mitterrand, il y a une politique française vis-à-vis du Québec, il faut y tenir. Hubert Védrine n'était pas ministre des Affaires étrangères à l'époque, il était conseiller diplomatique de François Mitterrand. Alors, Sarkozy, alors n'en parlons pas, sautons par-dessus, quand même, malgré tout, quand Pauline est allée rencontrer François Hollande, parce qu'on s'était occupé du Parti socialiste, parce qu'on avait été à nos affaires, il a quand même accepté de redire et de revenir en gros. Et on l'avait fait écrire dans le programme du Parti socialiste en 2010, grâce à un gars que personne ne connaît, mais qui est député du PS à Paris, qui s'appelle Patrick Bloch et qui est Monsieur Québec au sein du Parti socialiste, ou de ce qui en reste aujourd'hui. Alors, pas de Patrick du parti. Oui, c'est pas de Patrick du parti. Alors, de Gaulle, quand il a dit à Perfit, pour vous montrer que les choses se sont en effet délitées au fur et à mesure, malgré tout, il a dit à Perfit en septembre 67, parce que, bon, Alain Perfit, c'était de Gaulle, c'est formidable que de relire ça sur le Québec. Il est venu signer les accords Johnson-Perfit. Il lui a dit à Perfit, le général, « N'allez surtout pas à Ottawa. » Alors, il n'y est pas allé, mais puis-je vous dire que depuis, puis là, on a même vu pire que tout, là, en 2016, quand Manuel Valls est venu, la France et le Québec, parce que si le Québec avait dit non, ça ne serait pas produit comme ça, donc a accepté que Justin Trudeau soit présent à Montréal, ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant dans le cadre, quand on était sur le territoire du Québec, c'était France et Québec, que ce soit dans la capitale nationale, parce que maintenant, la nouvelle théorie, c'est de dire, ah ben là, quand c'est à Québec, oui, mais Montréal, tu sais, bon, comment ça, Montréal, c'est sur le territoire du Québec? Et pour la première fois, on a accepté de rompre avec cette idée très forte, en effet, que quand un premier ministre vient dans le cadre des visites alternées, un premier ministre français, que ça se limite à la France et au Québec. Est-ce qu'il me reste encore quelques instants? 5 minutes. Bon, en 95, je vais revenir sur ce que Chirac a dit, parce que lui-même, là aussi, là, ça a commencé à branler dans le manche, comme on dit, là. Il est allé à CNN, on le sait, donc d'un poste américain, il était aux États-Unis, il a été interviewé par Larry King, et puis il a dit, en anglais, « recognize, we're going to recognize Québec si le référendum est positif ». Après ça, il y a eu évidemment Ottawa, puis tout le monde s'est mis à brandir, l'acte d'émeute, et puis il a fini par dire, il dit, ce que je voulais dire, c'était « acknowledge » et non pas « recognize ». Bon, j'ai pas aimé ce petit recul, et d'ailleurs Bernard Dorin, notre grand ami du Québec, a dit et a écrit, c'est pour ça que je le répète, que dans le fond, il y a eu à Paris un lâche soulagement, ce qui pour les Français est bien connoté, là, quand le Québec, donc finalement, on a voté non par cette petite marge en 1995. Ce lâche soulagement, il dit, je l'ai senti à Paris, au Quai d'Orsay et dans la classe politique française. Bon, alors je vais terminer parce que j'ai quelque chose d'important à dire. D'abord,
je veux dire, tous les amis qu'on a eus, tous les amis, il y en a, la plupart sont décédés. Je veux dire un mot sur Michel Rocard, Philippe de Saint-Robert en a parlé. Michel Rocard était pour l'indépendance du Québec, mais pas pour les raisons, en effet, normales et usuelles. Mais il l'était pour, hein, c'était mon ami, je le sais. Philippe Séguin qui s'est voulu l'héritier du général à cet égard et qui l'a été jusqu'à sa mort. Philippe Rossillon, ça fera quand même plaisir qu'on le mentionne, notre ami Philippe Rossillon. Alain Perfit, bien évidemment. Alain Perfit qui a été d'une fidélité, d'une constance, d'une cohérence extraordinaire avec nous. Eh bien, il en reste quelques-uns, mais c'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous, il faut quand même se le dire aussi. Je pense à Pierre-André Wilzer, à Jean-Pierre Chevènement, à Alain Juppé, bien sûr, à mon ami Patrick Bloch, dont je parlais. Alors, on a, on va dire, une grande part de responsabilité dans tout ça. Et ma fin, elle est la suivante. L'année dernière, on a décidé, François et moi, d'aller en pèlerinage à Colombie. J'étais jamais allé. Moi, j'étais jamais allé. M. Morin, avec François, justement, vous étiez allé déposer une plaque de bronze après la mort du général au nom de la Société, ce qui s'appelait à l'époque la Société nationale des Québécois. Alors là, je ne sais pas qui gère ce mémorial. Moi, évidemment, je suis allée à la Boisserie. C'est tellement d'abord impressionnant de voir là où le général de Gaulle est mort, où il a vécu, la Croix de Lorraine, et puis ce magnifique mémorial. Mais là, ça se gâche un peu, et puis je veux vous dire en quoi, et j'aimerais ça qu'ensemble, on fasse quelque chose à cet égard. Alors, il y a un grand mur, c'est marqué « Les voyages de De Gaulle ». Et je vais vous lire une phrase qui concerne le Québec. Là, on est dans le mémorial, ce magnifique mémorial à la gloire et à un hommage formidable au général de Gaulle, évidemment très mérité. Il est écrit, les voyages de Gaulle, donc, certains de ces déplacements ne font pas l'unanimité. 2 points. Du Canada, virgule. Le général rentre précipitamment après les protestations du gouvernement d'Ottawa à propos de sa petite phrase concernant le Québec. C'est autre chose qu'une petite phrase. Dire, on en parlait, là, c'est le destin d'un peuple, c'est... Bon, petite phrase, on ne peut pas accepter ça, je vous le dis, là, bon. Et quelque chose de plus drôle, mais quand même. Alors, De Gaulle polyglotte. On a pris des photos, franchement, on n'en revenait pas. D'abord, ça a été, ce mémorial, il a été inauguré par le président Sarkozy et Mme Merkel. C'est en 3 langues. Donc, en anglais, évidemment en français d'abord, en anglais et puis en allemand. Alors, De Gaulle polyglotte, là, il y a une grande planisphère. Le pays visité par le président Charles de Gaulle, puis discours, et c'est là que je vais en venir, en langue locale. Vous me voyez venir? Alors là, vous voyez, alors c'est tout, là, bon, on a tout ça. Et puis là, on pèse sur un petit bouton, ça s'illumine, puis là, on voit qu'en Roumanie, le général a parlé roumain. On voit qu'au Cambodge, il a parlé cambodgien. Qu'en Allemagne, il a parlé allemand. Et c'est formidable de l'entendre parler allemand. Là. Et il a parlé à Mexico, en espagnol, et puis là, on voit Québec. J'ai dit, coudonc, en quoi il va parler? Mais c'est en français, bien évidemment, mais de se retrouver dans les discours en langue locale, j'aurais préféré, parce que comme lui, je crois que notre histoire a été commune jusqu'en 1763 et que cette histoire commune, il en reste non seulement quelque chose, mais il en reste beaucoup de choses. Et puis pour nous, Québécois francophones, eh bien, cette relation France-Québec, eh bien, elle tient énormément donc d'importance, elle a énormément d'importance dans notre vie personnelle, mais dans notre vie collective aussi. Alors, je vais m'adresser à je ne sais qui à mon retour à Paris à l'automne et essayer quand même de faire en sorte que le Québec, je dirais, soit mieux traité dans ça. Merci, Marc. Merci, Louise. On parle au moins de la langue nationale. Qu'on parle au moins de la langue nationale.
Cela étant, je vais passer la parole maintenant à une autre ancienne ministre, mais qui a aussi été témoin de l'époque, Marie Malavoie. Marie, qui a été doyenne de la Faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Elle a été professeure, évidemment, aussi à cette même université. Elle a été élue avec nous en 1994 et elle s'est représentée en 2012. Elle était nommée ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Alors, Marie, à vous. Merci Rita. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être à cette table avec des gens que j'aime. Je dois vous dire que quand Guy Boutillier m'a dit « Marie, il faut que tu sois là pour notre colloque », je me suis demandé un peu à quel titre. Alors, je suis là au titre de la fille de mon père. C'est bien. Et c'est un noble titre d'ailleurs, je salue sa mémoire parce que je vais faire en quelques mots un peu un témoignage de cette époque, de cet événement magistral que j'ai connu. Mais en fait, celui qui aurait eu énormément de choses à dire, c'est André Malavoie, mon père, qui a été pendant de nombreuses années, et qui l'était au moment de la visite du général de Gaulle, président des Français libres. Papa ayant été un résistant de la première heure, et pour bien comprendre ce que ça pouvait représenter pour lui que la visite du général de Gaulle et ce qu'il a dit au Québec, papa a fait partie de ces jeunes Français qui ont répondu à l'appel du 18 juin 1940. Il est entré dans la résistance, il dirigeait un réseau d'espionnage, il a été arrêté, emprisonné en camp de concentration, il en est sorti vivant. Mais vous comprenez bien que pour un homme comme mon père, le général de Gaulle, ce n'était pas simplement le président de la République, c'était le symbole même de ce que c'est que la liberté et la lutte pour la liberté. Donc, le général de Gaulle arrive au Québec. Et il se trouve, pour ma plus grande chance, que ma mère était déjà en France pour l'été. Et donc, à l'époque, papa me dit, eh bien, j'ai le droit d'être accompagné au grand repas officiel du général de Gaulle au pavillon français, puisque c'était à l'Expo 67. Et moi, j'avais 19 ans. Je venais de passer mon baccalauréat. J'avais une robe de bal parce que c'était ma robe de graduation. Et elle a donc servi 2 fois parce que j'ai pu l'utiliser pour le grand souper officiel en l'honneur du général de Gaulle. Vous avez vu comment ça se passe. On annonce les gens et il serre très aimablement des mains. Alors, bien sûr, on passe devant lui. On présente mon père comme président des Français libres. Et il lui dit quelques mots très aimables, et puis il se retourne vers moi, attendant qu'on précise qui je suis. Alors papa dit, et celle-là, elle n'a d'autre mérite que d'être ma fille, mais c'est déjà quelque chose de répondre le général. Alors c'est au nom de ce quelque chose que je vous parle cet après-midi. Je dois vous dire que, je me reporte donc il y a 50 ans, on était à l'Expo 67. J'étais de la génération donc des jeunes adultes et nous avons appris depuis que nous étions des baby boomers, mais moi je ne le savais pas en 1967. Et je faisais partie de cette génération pour qui le monde s'ouvrait à nous. Et l'exposition universelle, c'était le monde qui venait nous voir, qui nous mettait sur la carte, comme on dit en québécois, mais en même temps, nous étions une génération qui ne doutait pas d'elle-même. On avait l'impression que l'avenir nous appartenait et qu'il n'en tenait qu'à nous de décider de ce que nous allions devenir individuellement et collectivement comme peuple. C'est donc avec cette grande assurance, et je pense que beaucoup de gens ont reçu le général de Gaulle. Ce que je veux vous raconter rapidement, c'est l'ambiance que j'ai perçue du côté des rangs des Français libres et de leurs amis québécois qui partageaient le même enthousiasme. Papa était donc président des Français libres. Il dirigeait l'agence de voyage André Malavoie à l'époque. Il était très branché sur les milieux culturels et politiques. Et il avait de grands amis, dont Jean-Marc Léger, que M. de Saint-Robert a évoqué un peu plus tôt, qui était un ami très proche, et André Patry, d'ailleurs, également un ami très proche de la famille. Et j'ai un souvenir, au moment des événements qui nous étaient relatés, ce qui se passait au moment du chemin du roi,
et évidemment ce qui s'est passé au moment du discours au balcon de l'Hôtel de Ville, j'ai un souvenir, mais visuel, de Jean-Marc Léger et papa, qui avaient l'air de deux gamins qui trouvaient la situation extraordinaire, absolument réjouissante, parce qu'il y a une dimension que je me permets de rajouter, enfin c'est mon interprétation, c'est que c'est à la fois l'affirmation de la liberté du Québec, mais aussi c'est un coup aux Anglais. Et moi, dans mon histoire, qui est en partie française, je suis arrivée au Québec, pour vous situer, quand j'avais 3 ans. Mais évidemment, mes parents étaient français, ma parenté était française, une partie de mon histoire est française. Et pour des Français, se venger un peu des Anglais, ça fait partie du folklore séculaire. Séculaire. Et donc, c'était comme une espèce de revanche sur l'histoire. On leur a joué un bon tour. Et je me souviens de ces deux hommes, ma foi, qui avaient un âge respectable, que je regardais du haut de mes 19 ans en me disant « Mais mon père est vraiment un gamin. » Et il a vécu ce moment-là avec quelque chose de très, très réjouissant à voir. En même temps, je connaissais la profondeur de son engagement avec la France. Je savais que pour lui, des mots de liberté, ça avait une résonance incroyable et qu'on ne pouvait que saluer le fait que le général de Gaulle et des gens comme mon père aient eu la même vibration à l'idée d'évoquer la liberté d'un peuple. Bien sûr, ça a eu l'effet d'une bombe. Et je me souviens d'ailleurs, autre petit élément anecdotique, j'avais un cousin germain qui était venu avec la télévision française et qui faisait le montage du discours du général de Gaulle. Et il m'avait dit, Marie, si tu veux, je vais te montrer ce que ça donne. Parce que moi, je n'étais pas à l'Hôtel de Ville, mais il m'avait montré ce que ça donne sur petit écran avant que ce soit diffusé dans les nouvelles. Et il me le passait en boucle, parce qu'on trouvait ça trop extraordinaire d'entendre, je ne sais pas combien de fois de suite, « Vive le Québec », puis là, tout le monde retient sa respiration. On trouvait que c'était quand même déjà très bien, puis avec sa voix. Mais le « Vive le Québec », puis « libre », il y a une envolée dans l'adjectif « libre » qui est extraordinaire. Alors, je l'ai vu, j'ai eu le plaisir de voir ça en boucle avant que ça soit transmis pour les ondes plus internationales. Ce que je retiens, c'est que nous avons été, à ce moment-là, incroyablement étonnés de quelque chose qui allait au-delà de nos espérances, mais en même temps qui venait nommer quelque chose qui, pour moi, est important, qui est que, d'abord, le général le dit lui-même, il faut dire les choses, il faut aller au fond des choses. Il faut oser également. C'est un incroyable pied de nez à toutes les règles de la diplomatie que le général a faites. Moi, je sais, pour avoir entendu des gens dans mon entourage dire que ça paraissait qu'ils vieillissaient, qu'ils ne savaient pas trop bien ce qu'ils disaient. Bon, toutes sortes de personnes ont dit ça. On a essayé de diminuer la portée. Et on sait maintenant à quel point son coup était préparé. Et quand on voit ce magnifique film de Labrec, on voit très bien qu'il y a une préparation dans toutes les étapes et que c'est la finale de quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Mais je dois dire que dans les rangs dont j'étais, de se voir reconnaître et nommer quelque chose de notre avenir par le regard du général de Gaulle, c'était important. C'est vrai que nous avons à nous définir nous-mêmes, mais nous avons aussi besoin du regard des autres. Nous n'existons pas uniquement par le regard que nous portons les uns sur les autres entre nous. Nous avons besoin du regard des autres. Et moi, je pense que ce regard et cette parole du général de Gaulle, que certains ont essayé de diminuer, à laquelle ils ont essayé d'enlever de l'envergure, malgré tout, elle marque une page fort importante de notre histoire. Elle restera toujours un jalon. Parce que 1967, c'était quelques années après la fondation du RIN, mais c'est aussi juste avant 1968 avec le mouvement Souveraineté Association, et c'est un peu plus tard la naissance du Parti québécois. Donc, c'était un moment qui, je crois, a marqué un jalon. J'ai un regret, c'est envers les Français qui habitent le Québec. Je vais en profiter, je n'ai pas beaucoup l'occasion d'en parler, mais je vais le dire, je vais en profiter. Je n'ai jamais compris pourquoi
une certaine colonie française. C'est comme ça qu'on les appelait. On les appelait la colonie française. C'est drôle parce que colonie, ça a peut-être l'air péjoratif, mais ils s'appelaient comme ça entre eux, les gens de la colonie française. La colonie française bien pensante. On n'a pas aimé ce que le général de Gaulle a dit, n'étaient pas des indépendantistes, étaient tout à fait confortables dans l'horizon canadien et n'ont pas accompagné le Québec sur la voie de sa liberté. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille qui tranchait avec ça. Mon père fréquentait des Français, mais je dirais il fréquentait plus les milieux québécois. Et donc je n'ai jamais senti cette espèce de, je dirais, de sclérose d'une certaine colonie française qui vivait entre elles-mêmes. Et c'est un regret que j'ai, parce que j'aurais aimé que les Français vivant en Amérique accompagnent ce mouvement. Quoi qu'il en soit, je terminerai en vous disant que il y a 50 ans, donc, un demi-siècle, quand on vient témoigner de ce qui s'est passé il y a un demi-siècle, je ne veux pas vous faire de peine, mes amis, mais c'est qu'il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé. Il reste qu'il y a un demi-siècle, il y a un homme qui était un homme libre, qui a toujours cru à la liberté, qui n'a jamais pensé qu'on devait accepter son sort. Et un homme libre qui est venu nous dire « Vous aussi, vous avez le droit d'être libre. Et peut-être même, vous avez le devoir d'être libre. » Et à cause de ça, merci, en général. Alors, merci Marie et merci à nos trois conférenciers. Je vais ajouter une anecdote à ce coup aux Anglais. Dans son livre qui s'intitule « Les pionniers de l'atome », Bertrand Goldschmidt, qui a été un des membres du commissariat à l'énergie atomique français, il raconte comment il a remis au général de Gaulle la formule de la fission nucléaire. Et c'est fascinant parce que, pour lui, c'était de donner au général, il l'a fait ici au Ritz à Montréal, c'est ce qu'il raconte dans son livre. L'équipe de chercheurs, vous le savez, était à l'Université de Montréal avant de s'en aller à Los Alamos. Et il raconte qu'il a remis cette formule-là pour que la France soit parmi les grandes puissances. Et certains prétendent que grâce à ce truc-là, parce qu'il lui a mis dans sa poche, hein, il a dit c'est parce que la France doit être à la table des décisions futures. Et c'est comme ça que la France a gardé les secrets nucléaires et fait partie du club nucléaire bien avant tout le monde, là, avec les Anglais, évidemment les Américains et la France. Alors, c'est très important dans l'histoire de la France et je dirais dans l'histoire de l'Amérique, parce que si nous avons eu cette valorisation par le général de Gaulle, il y a aussi de ça. Ça remonte à 1944, là, c'est en 1944-1945. Merci beaucoup. Alors, pour le mot de la fin, j'inviterai mon ami et collègue Guy Boutillier à venir à la tribune pour nous faire un mot qui va nous permettre de partir heureux, confiants et plus forts que quand nous sommes arrivés. Merci Denis, pour cette charge que tu me demandes d'accomplir. Chers amis de la société, chers amis de la table ici, mesdames et messieurs, une phrase qu'on a entendue de Malraux, dite ici à Montréal, il y a pas loin d'ici, en octobre 1963. La France ne vous tend pas la main au-dessus du passé, elle vous tend la main face à l'avenir.
passant les 2 jours, enfin hier et aujourd'hui ici, si vous êtes un peu comme moi, en tous les cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, je me disais la chose suivante, et je me dis la chose suivante: nous n'avons pas pensé au général de Gaulle face au passé, mais nous pensons au général face à l'avenir. Et ce n'est pas le passé qui nous amène ici, c'est le projet d'avenir qui reste à accomplir. Et chaque fois que nous pensons à De Gaulle, chaque fois que nous pensons ce qu'il a dit, c'est aussi à nous que nous pensons. Les belles choses qu'il a dites de nous, les belles choses qu'il a dites du Québec, les belles choses qu'il a demandées au Québec. Vous savez qu'il a commencé le premier discours qu'il a prononcé, où il a été question, il disait plutôt à l'époque le Canada français, c'était pas en 67, c'était pas en 60, c'était pas en 44, c'était au mois d'août 40, le 1er août 40. Regardez, c'est le 12e message. 12 comme le chiffre des apôtres, je ne sais pas. 12e message, la France, l'âme, prenez les choses de haut, De Gaulle. L'âme de la France cherche et appelle votre secours, Canadiens, Français. Pas nous qui étions demandeurs. C'est lui qui nous cherchait. C'est lui qui nous appelait. Et nous devons répondre à l'appel. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui? C'est que précisément, il y a eu cet appel. Il y a eu cet hommage qu'il est venu nous rendre en 67. Il est venu nous rendre hommage. Il l'avait déjà fait, rappelez-vous, en 60, quand il est venu nous dire, à la fois à Québec et puis ensuite à Montréal, que nous étions importants. Je crois que c'est la première fois dans notre histoire qu'un homme important venait nous dire, écoutez, vous êtes important. Vous êtes important, rappelez-vous la trilogie, vous êtes important pour le Canada, vous êtes important pour la France, et vous êtes, et j'ajoute, dit-il, et pour le monde. Important pour le monde. Nous sommes importants pour le monde. Et pourquoi l'étions-nous? Le sommes-nous? Parce que nous sommes un gage de diversité en Amérique du Nord. Sans nous, c'est l'uniformisation générale du continent, disait-il. Donc nous avons un devoir qui nous dépasse, un devoir qui dépasse nos petites vies, un devoir qui dépasse la vie de nos petits-enfants. J'insiste là-dessus parce que demain, je vais célébrer un anniversaire d'un de mes petits-fils qui n'a que 7 ans. Et ma fille, donc sa mère, m'a dit, attention, attention, il va te demander pourquoi tu veux que le Québec devienne un pays. Et c'est vrai? Alors, mais je n'ai pas trouvé la réponse, mais merci de vos applaudissements. Peut-être que de vos applaudissements vont sortir une réponse, une inspiration, celle de 3 heures du matin. Alors, vous étonnez pas s'il m'arrive de faire des insomnies. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on est ici pour De Gaulle qui est venu? De Gaulle qui nous a appelés et à qui il nous reste à répondre. Ça, c'est le premier fait. Bon, soyons plus concrets, plus immédiats dans l'organisation de ces 2 belles journées. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a l'Institut Charles de Gaulle, Jean-Paul Bled, qui nous a fait signe. Et j'allais dire qu'il nous a fait signe à temps. C'est la chronologie peut-être européenne, la supériorité de la chronologie européenne sur celle de l'américaine,
Nous, on aurait songé à faire le 50e, on aurait commencé à y penser il y a 2 mois. Alors vous y avez pensé, vous nous avez fait signe autour de novembre, soit 2015. Vous êtes mis en rapport avec Jacques Yvan. Salut Jacques Yvan. Qui s'est mis en rapport avec Denis Monnier, avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Avec la SOPOC. Je salue les gens de la SOPOC. Je salue bien sûr Maxime, qui porte bien son nom, son prénom. Porte bien son prénom. Maxime. Je l'ai entendu hier ici, et il a dit exactement un mot gaulien, il ne s'en est pas rendu compte. Mais tu l'as dit 3 fois. Grandeur. Tu as parlé de la grandeur 3 fois dans ton allocution. Je m'en étais rendu compte. Et Jean-Paul Blais, bon, c'est une occasion de le saluer, de le remercier, de remercier tous nos amis français qui sont ici avec nous. Parce qu'ils sont ici et parce qu'ils me permettent de me reporter à une phrase du général de Gaulle. J'aime bien citer de Gaulle, vous l'avez peut-être remarqué. Mais j'ai perdu mon Michel. Voilà. Vous savez, c'est ça le Québec, c'est ça le Québec a quitté les chemins de croix pour s'engager dans le chemin du roi et il s'est arrêté à mi-chemin. C'est là où nous sommes. Je referme la parenthèse. De Gaulle en 60, en avril 60, c'est en écoutant Robert Trudel qui était ici ce matin, ça m'est revenu cette phrase. Toutes les fois qu'entre la France et vous c'est les Canadiens français, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les Québécois, toutes les fois qu'entre la France et vous, ou réciproquement, s'établit un échange d'idées, un échange d'hommes, aujourd'hui on dirait d'hommes et de femmes, ou un échange de valeurs, un service est rendu. Est rendu à quoi? Un service est rendu à ce à quoi il faut le rendre, c'est-à-dire à la pérennité de ce que nous sommes. Nous avons ces jours derniers, vous, Français, de l'autre côté de l'Atlantique, et nous, Français, de ce côté-ci, Français canadiens, comme on disait naguère, contribuer à la pérennité de ce que nous sommes. Et je crois que ça, c'est très important. Hier après-midi, hier soir, j'étais dans une librairie et le hasard a fait que du même coup d'œil, j'ai vu 2 livres. Couverture. Un qui disait « Le Québec n'existe pas ». Et l'autre qui disait, un livre français écrit par un Français de l'autre côté de l'Atlantique, « Comment nous sommes devenus Américains ». Donc, nous avons encore du travail à faire. Heureusement que nous sommes ensemble. Nous contribuons ensemble à la pérennité. C'est ça qui est en cause. D'ailleurs, De Gaulle le suborderait à l'époque. Si vous relisez la réponse qu'il a faite à l'allocution de Drapeau, discrètement, évidemment, il fait allusion à ça. L'idée, la possibilité que la France ne soit plus elle-même, ne soit plus la France. On dirait la possibilité qu'elle s'évanouisse. Je ne voulais pas dire disparaître, c'est trop dur. Mais je crois que lui, il l'a dit. Pardon? Voilà. Bon, les remerciements à Jean-Paul Blais de l'Institut Charles de Gaulle, Jacques-Yvan Morin, le transmetteur. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est un acte de transmission. Nous sommes des transmetteurs. Nous transmettons justement à nos petits-enfants là. Tiens, je vais leur dire ça demain soir. À la SOPOC, le président était ici ce matin, est-ce qu'il est là aujourd'hui? Jean-François Simard. Ouais. Je ne t'oublie pas, Denis. Je ne t'oublie pas, parce que vraiment, je te le dis, écoute, on se connaît. Ici, on a tous senti qu'il y avait, dans ce colloque, de la densité, de l'espoir,
de la densité et de l'intensité. Et l'intensité, je crois, vient justement de... Ça aussi, c'est un mot bien gaulien, hein, l'espoir. L'espoir, justement, du lendemain. L'espoir que nous ne regardons pas derrière nous, mais au contraire devant. Merci, Josiane, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci à tous les participants. Vous savez, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qu'on ferait ici? Alors, merci à vous tous d'avoir été ici et très fidèlement. Très fidèlement. Merci aux participants, aux participantes. Maintenant, comme on dit, on se croirait à Québec solidaire, masculin et féminin. Et ça a été bon, ça a été bien. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y aura une suite immédiate pour le 50e. Le 50e, il ne s'arrête pas aujourd'hui, il n'est même pas commencé. C'est le 24 juillet. Et vous avez, j'allais dire, vous avez rendez-vous. Nous avons rendez-vous. Le 24 juillet dans la soirée, fin de journée, début de soirée. Faut-il dire à l'hôtel de ville ou devant l'hôtel de ville? Ça reste à préciser. Mais ça ajoute au plaisir. Je vous signale que moi, ça fait 1 an et demi à peu près, grâce à Jean-Paul, que je suis là-dedans. Et chaque fois, au début, je me dis, mais est-ce que je n'aurais pas l'air d'un vieux, je ne vous dis pas le mot, en allant frapper à des portes, puis tout ça. Puis au début, d'ailleurs, puis le truc, c'est de dire, alors, tu es prêt pour le 50e? Ils vous regardent. Ça fait tant d'années que ça que les Canadiens n'ont pas remporté la Coupe Stanley. Mais dès que vous les allumez sur De Gaulle, on dirait qu'ils se redressent. Ah oui, c'est vrai. Et ce qui m'a encouragé d'ailleurs dans cette voie-là, c'est d'être tombé, oui, par hasard. C'est un sondage d'opinion. Je sais qu'on parlait de sondage d'opinion ici, hier, en tous les cas, peut-être ce matin, je ne sais plus. Un sondage d'opinion fait par un prof de l'Université Laval, qui posait en gros la question, d'après vous, enfin la question classique, là, quelle est, d'après vous, la personne, l'événement, le moment, la date la plus significative de l'identité québécoise? Sans surprise, René Lévesque, premier rang. Sans surprise, Maurice Richard, joueur de hockey. Et pourquoi pas? Sans surprise, les Patriotes. Et avec surprise, De Gaulle. Au quatrième rang. Alors donc, on est allé frapper à des portes, et puis les portes se sont ouvertes, et les gens s'organisent. Il va y avoir des activités, je ne sais pas si elles vont être gaulliennes, mais elles vont être commémoratives du général, à Donnacona, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à Trois-Rivières, à Louisville, à Berthierville, à Repentigny, répétez après moi, c'est-à-dire dans chacune des villes ou villages, bon, je ne veux pas commettre d'impair, municipalité, mais ça fait un peu, bon, bref, bureaucrate. Et puis je ne dirais pas communauté, rassurez-vous. Ça, c'est le dernier mot que je vais employer. Dans chacun de ces endroits, De Gaulle s'est arrêté et a pris la parole. Et bien, dans chacun de ces endroits, il va y avoir des moments commémoratifs. Et dans certains cas, des moments commémoratifs de longue durée. Trois-Rivières va organiser une exposition sur De Gaulle qui va durer 2 mois. Louisville va organiser une exposition
dans une ancienne, je suis allé la voir pour voir de quoi ça avait l'air, une ancienne chapelle protestante, ça existe. Oui, merci. Oh, et c'est un citoyen de... Bon. Je savais que j'allais commettre un impair, je ne savais pas à quel moment et sur quel sujet. Alors, oui, Berthierville, bien sûr. Plus exactement, la chapelle de Saint-Cuthbert. OK. Oui, il n'y a plus de saints. Il n'y a plus de saints. Alors donc, il va y avoir une exposition, là aussi, qui va durer 3 semaines, du 8 juillet au 1er août, et ainsi de suite. Mais le moment important, ce sera évidemment le 24 au soir. Le 24 juillet au soir, au balcon ou autour du balcon. Mais si j'ai l'air de jouer sur ces mots-là, est-ce que ça va être là, dedans, ou à côté, ou derrière, ou en dessous? C'est que ce n'est pas établi. Et ça, au fond, c'est un peu gênant. Quand je vois mes amis de Trois-Rivières, ils me disent « Mais alors, vous ne grouillez pas à Montréal, vous ne foutez rien. Nous, c'est décidé depuis longtemps. » Je pense que c'est pour nous attiquer un peu. C'est que se sont emparés de la municipalité des forces qui ne sont pas les mêmes que les nôtres sur le plan politique. Et que ces forces-là, même avec toutes les garanties qu'on peut leur donner, en portant toutes les cravates qu'il faut, on leur fait peur. Ce qui est un excellent signe. Moi, je me félicite chaque fois. Je dis, tiens, nous faisons encore peur. Le général de Gaulle, le nom du général de Gaulle, le Vive le Québec libre, est encore, pour certains, ou pour pas mal de monde, je ne sais pas, un interdit. Il va falloir qu'on sorte de là un jour. Ben, on a commencé. En se disant que c'est possible. 50 ans après, vous savez, on peut commencer des commémorations organisées, systématiques. Les patriotes, ça a pris à peu près 50 ans avant qu'on les fasse sortir de l'oubli imposé par des forces que vous savez. Bon, enfin, bref, n'insiste pas trop longtemps. Donc, nous allons continuer à célébrer le général, mais continuer d'abord à célébrer le général, à célébrer la joie qu'il nous a apportée. Relisez, réécoutez, regardez les films, écoutez. Oh, je vous signale, un soir, si vous êtes un peu déprimé politiquement, une fois par année, non, c'est ça. Mettez-vous, branchez-vous sur YouTube en demandant, en tapant, De Gaulle, Québec, juste ça, c'est déjà beau. De Gaulle, Québec, 27 novembre 67. Je dis, mais il est parti, hein, le 27 novembre. Il était à Paris et il a fait sa grande conférence de presse. Et justement, attendez un moment de déprime. Vous allez voir, ça va venir assez vite. Attendez un moment de déprime. Et mettez-vous devant YouTube ce jour-là ou ce soir-là ou cette nuit-là si vous faites des insomnies. Et vous allez voir, vous allez sortir renforcé, ragaillardi, comme le De Gaulle le souhaitait de nous, il l'attend de nous. Et la vidéo est sur la une de notre site internet, ssjb.com. Voilà. Alors donc, nous continuons. En fait, nous devons continuer. C'est un devoir que nous nous fixons. De Gaulle ne nous a lancé aucun devoir. Il a fait une invitation. Mais nous, on traduit l'invitation en devoir. Il n'est pas le droit d'être absent quand l'humanité m'appelle. C'est pas un président qui m'appelle, c'est pas un roi. C'est l'humanité des peuples libres, des peuples indépendants qui m'appellent. Eh bien, c'est un devoir pour moi de répondre à l'invitation. Et tant que nous n'aurons pas répondu de façon positive, eh bien, nous allons faire ce que nous faisons. Tant que je vais parler comme Bernard Landry, tant que le drapeau, le fleur de lys du Québec ne sera pas à l'ONU, est-ce qu'il y aura encore une ONU à l'époque? Ça, c'est une autre question. Mais s'ils pensaient que c'était un machin, ça ne l'aurait pas dérangé.
tant que le drapeau ne sera pas là, nous allons continuer. Et le jour où le drapeau sera hissé à l'ONU, ensemble, nous dirons, si vous le voulez, De Gaulle, ce n'était pas hier, c'est aujourd'hui. Merci.